Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart for Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonas Haddad. Jonas Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de LR et également vice-président de la région Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est dans l'actualité passée, dans l'actualité présente, probablement dans l'actualité un peu plus longue, le fait que LR, votre parti, soit pris en étau entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre le bloc central. Alors sans vouloir être pédant, on va commencer peut-être l'entretien par une citation d'André Malraux, grande figure de droite. Pour lui, la droite, c'était le parti des Français qui prennent le métro à 6 heures du soir, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes, une partie de la jeunesse. Aujourd'hui, tout ce segment de la population a déserté la droite. À partir de quand ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, merci pour votre invitation et si je peux me permettre de vous corriger sur quelques points. Premier point essentiel, c'est qu'André Malraux n'était pas de droite. André Malraux était communiste. Ouais, il était ministre du général de Gaulle. Et ministre du général de Gaulle, mais ce qui montrait bien justement l'ouverture du général de Gaulle dès le départ. Deuxièmement, concernant le fait qu'il y ait une désertion des Français de la droite. Tout dépend de ce qu'on prend. Si on prend les scrutins récents, vous avez en partie raison. Si on prend le nombre d'adhérents à des partis politiques, là, vous avez moins raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de s'engager dans un parti politique. Les gens ont de moins en moins, mais pas que dans les partis politiques, le réflexe d'adhérer à des syndicats, à des partis politiques, à des associations. Les gens sont sur des engagements flash. Ils s'engagent pour une cause, etc. Or, aujourd'hui, nous, on a le premier parti de France en nombre d'adhérents. On a 140 000 adhérents. Donc, si on fact-check le fact-checking, eh ben, de facto, nous sommes aujourd'hui le premier parti de France en nombre d'adhérents. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on est le premier parti de France en nombre d'adhérents que ça nous permet, si vous voulez, de toucher l'intégralité de la population. Et c'est vrai qu'on a ce travail à réaliser, c'est de se dire comment on fait, notamment pour que des nouvelles générations, des personnes qui commencent à s'intéresser à la politique, se disent où est-ce que je vais mettre mon engagement, qu'il soit flash ou qu'il soit durable. Donc c'est notre défi. Ce défi, moi j'ai des idées pour pouvoir le relever, mais j'avais besoin de faire ces deux petites corrections. Voilà. Mais si on fact-check le fact-checking du fact-checker, on peut aussi dire dernière présidentielle, Valérie Pécresse sous la barre des 5%. Avant-dernière présidentielle, François Fillon, score honorable certes, mais d'après l'IFOP, 60% de ses électeurs avaient plus de 60 ans. Donc c'était quand même une base assez restreinte, malgré le nombre important d'adhérents. Là, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique est devenue gazeuse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui montent très vite, qui descendent très vite. Il y a eu, je prends n'importe quoi, je prends par exemple l'aventure Zemmour, où il était quasiment au deuxième tour et après il redescend très bas et aujourd'hui les scores qu'ils font sont vraiment tout petits, quoi. Voilà. Je pense que, et aujourd'hui on n'est plus sur des mouvements traditionnels, les grands partis politiques, on voit bien, on est sur d'un seul coup des mouvements d'aspiration vis-à-vis d'un homme ou d'une femme et c'est à nous aussi de travailler cela. Mais admettons que d'accord, LR soit un parti de masse, l'été avant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder un jeune qui aujourd'hui veut s'investir en politique et va dans un parti. Vous, Jonas, vous êtes engagé en 2007, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous venez d'un milieu plutôt populaire. À l'époque, en 2007, beaucoup de jeunes de milieux populaires s'engageaient pour Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on va dire qu'ils s'engagent quand même moins pour Bruno Retailleau. Comment donner envie à cette jeunesse de droite de s'engager, de s'investir dans votre parti? Alors moi j'ai une conviction pour ça, c'est qu'il faut tourner la page du tiédisme. Ce que j'appelle le tiédisme. C'est quoi? C'est penser que pour pouvoir être attirant, séduisant, il faut pouvoir être modéré surtout. Je pense que quand on est jeune, ou quand on est moins jeune d'ailleurs à l'époque est à ça, il faut à la fois sur le fond comme sur la forme, pouvoir véhiculer une certaine radicalité. Alors, la radicalité, il y en a deux aujourd'hui qui attirent les jeunes. La radicalité du RN, l'envie de vraiment renverser l'intégralité de la table, quitte à valoriser aujourd'hui un Jordan Bardella qui a à peine 30 ans, mais comme c'est sur TikTok et que c'est radical, c'est sympathique. Et puis la radicalité encore plus extrême de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel globalement, le seul mantra, c'est de dire « tous ceux qui détestent la France, venez avec moi ». Je pense qu'il faut que nous installions une troisième radicalité. Alors ça peut sembler bizarre venant de la part du porte-parole des Républicains, on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais je pense qu'aujourd'hui la radicalité massive qu'on doit installer, c'est de dire ce pays
crèvent, souffrent de trop de normes, de trop de bureaucratie, de trop d'impôts. Pourquoi je dis ça? Et pour me dire, en quoi ça va séduire les jeunes? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils regardent ce qui se passe dans le reste du monde. Et ils veulent réussir. Et aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a 10 ans, quand moi je me suis engagé avec Nicolas Sarkozy, il y a des jeunes qui me disent « je vais aller vivre à Dubaï ». Attendez, Dubaï, personne n'en parlait il y a quelques années. Ou je vais aller vivre aux États-Unis, ou je vais aller vivre en Australie, à l'autre bout du monde, ou je vais aller vivre au Canada. Personne ne m'a dit « je vais aller dans un pays qui est communiste ». Ils vont tous dans des pays qui sont profondément libéraux, dans lesquels l'énergie est libérée, dans lesquels l'économie est en train de se développer. Et donc, en fait, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une radicalité dans nos propositions de dire que demain, si on veut faire que la France soit attractive et que notre parti soit attractif pour les jeunes, il faut être le parti de la liberté, dans tous les sens du terme. Il faut complètement faire sauter tous les carcans qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on veut réussir en France et qu'on est jeune, eh ben on se dit, est-ce que je vais pas aller voir ailleurs? Et c'est ce que j'avais dit dans un bouquin à l'époque, mais là, ça remonte en 2014. J'avais dit, il faut bien évidemment que notre parti s'occupe de l'immigration. Bien sûr, c'est important, des gens qui rentrent, mais il faut que mon parti s'occupe de l'émigration. Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de partir? Et si on part de cette base-là, ben vous allez voir qu'on va faire en sorte de remettre notre pays à la tête à l'endroit. On va baisser les impôts, on va rétablir la sécurité. Si je parle notamment des gens qui partent dans d'autres pays, ils disent bah, au moins là-bas c'est sécure. Voilà. Et en fait, en inversant les choses, on donne de la radicalité et on donne un message qui est beaucoup plus puissant que juste le tiédisme habituel qu'on peut voir de nous. C'est rigolo ce que vous dites, Jonas, parce que vous tenez un discours libéral, mais ce discours-là, c'est le discours peut-être du SPD allemand, le discours de la gauche britannique, le discours des démocrates américains. Pourquoi être tout bêtement libéral en France, ce serait être radical? Mais justement, parce qu'en fait, on a eu pendant longtemps une forme de bien-pensance de gauche qui nous expliquait que l'État-providence tel qu'il était, ça fonctionnait. Le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, mais oui, c'est sûr que les modèles que vous évoquez, c'est bien, mais nous, on a la carte vitale. » Ouais, on a la carte vitale. Mais à côté de ça, on est le pays le plus taxé du monde. L'intégralité de nos services publics sont en train de s'effondrer à cause de la suradministration. Et, dernier point, on est le pays le plus pessimiste du monde. À part les pays en zone de guerre. Même certains pays en zone de guerre, aujourd'hui, sont plus optimistes que nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement bridé la puissance de ce que c'est que le peuple français, qu'aujourd'hui, le peuple français se dit finalement, je passe de mois en mois comme ça. Et donc, pourquoi on n'a pas fait notre aggiornamento, si je reprends ce que vous dites par rapport aux partis sociaux-démocrates? Parce que nous aussi, on a une gauche qui est dans des vieilles lunes et dans des vieilles lubies. Donc, et comme la gauche est très présente dans les universités, dans les médias, dans les associations, eh bien, on continue à vivre sous cette coupe culturelle. Et moi, mon idée, c'est de prendre la coupe culturelle et de la dégager pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on fasse vraiment de LR le parti de la liberté. Mais peut-être le fait le plus important de cette coupe culturelle, c'est que, d'accord, vous parlez d'une gauche qui est interventionniste, qui augmente les prélèvements sociaux, qui est antilibérale. Mais dans votre camp, dans votre propre famille politique, on n'assume pas ce libéralisme. Est-ce que quelque part, la droite est sous la coupe de la gauche sur ce plan-là? Alors, on n'assume peut-être pas le mot libéralisme, ça c'est vrai. En revanche, pour le coup, je pense que maintenant, il y a un moment dans notre parti politique, dans notre famille politique, où les gens sentent bien qu'on est arrivé au mur. Avant, c'était un peu différent. D'abord parce que l'argent était facile. L'argent était magique, on était bien noté, les prêteurs nous aimaient bien. Aujourd'hui, je rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'on est en dessous de la Grèce et de l'Italie pour emprunter, que notre note a été dégradée. Deuxièmement, à l'époque aussi, il faut le dire, notre parti se positionnait comme ça parce qu'il y avait aussi moins de poids de l'immigration. Or, le coût de l'immigration a fait exploser le coût notamment de nos prélèvements sociaux. Donc ça, si vous voulez, pendant des années, on se disait, bon, ça va tenir. Mais tout le spectre politique français se disait, ça va tenir. Or là, on est au pied du mur. Récemment, dans un documentaire qui était consacré à Javier Milei, on me posait la question, on disait, mais finalement, est-ce qu'on pourrait faire la même chose qu'en Argentine? Je leur ai dit, il y a 5 ans, non, parce qu'on n'est pas dans la même situation que l'Argentine, mais aujourd'hui, on est sous la menace des marchés. On a quand même des ministres dans notre pays qui nous disent, attention, potentiellement, on va être sous tutelle du FMI. Donc, pourquoi ma famille politique avant n'était pas peut-être aussi convaincue et aussi radicale? Parce que la situation n'était pas radicale. Et la situation a changé. Et on n'est plus en 2007, c'est vrai. On n'est plus à l'époque où la droite était, je dirais,
un peu étatiste. On est dans une période dans laquelle il faut que massivement on change notre logiciel, et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire pour la droite. D'ailleurs, c'est très rare en France que des responsables politiques chantent les louanges de Javier Milei. Vous êtes un des seuls. Comment expliquer que cette personne-là soit un tabou en France? Alors, c'est un tabou qui est quand même en train d'être levé, parce que dans le documentaire que j'évoque, il y avait Kasbarian, qui était comme un ministre macroniste, il y avait d'autres personnes de droite, etc. En fait, on a le même phénomène quasiment à chaque fois sur la planète, lorsqu'il y a des gens qui sont plutôt d'une droite libérale, où c'est la coupe culturelle dont je parlais tout à l'heure, où les médias subventionnés disent c'est un fou, c'est un ultra-libéral, c'est un ultra-conservateur. Et en fait, ils se trompent à chaque fois, et même en général, ils prédisent leur défaite électorale. Ça a été le cas pour Milei, ça a été le cas pour Meloni, et ça a été le cas pour Trump. Vous vous souvenez, à chaque fois, la veille, c'est oh là là, le crash, etc. Et le soir, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné une élection triomphalement. Parce qu'en fait, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on se distingue à droite, ils ont fait des promesses de libérer leur économie et de rétablir la sécurité. Ils ont délivré. Il faut que la droite, maintenant, ce soit le parti qui délivre. C'est-à-dire que si on est élu demain, on livre ce pourquoi on a été élu. Et jusqu'au bout. Le Karcher, on doit le passer. Et on doit le passer dans les cités, mais on doit le passer aussi dans la bureaucratie. Et cette fois-ci, il ne faut pas que le Karcher tremble. Mais beaucoup de responsables politiques, notamment dans votre camp, se disent « mais si on parle de tronçonneuses, si on parle de coupes dans les budgets publics, on va perdre les électeurs de milieux populaires, on va effrayer les classes moyennes, on va effrayer les boomers. Résultat, votre parti a quand même un peu de mal à s'assumer libéral. » Pourquoi? Et est-ce que vous pensez vraiment que les classes populaires ont peur du libéralisme? Non, je pense que les classes populaires, en revanche, ont peur d'une chose, c'est du gauchisme. Voilà. Donc les classes populaires, aujourd'hui, en ont marre qu'on leur explique ce qu'il faut penser, de leur dire que notre modèle social va bien, que l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui n'est qu'une chance pour la France. Et donc je pense que plutôt que de pointer uniquement les dépenses publiques, il faut dans un grand, je dirais dans un grand affrontement, il faut pointer le gauchisme et dire que le gauchisme tue notre pays et que dans le gauchisme, il y a cette bureaucratie, cette suradministration et qu'il faut de tout ça faire le deuil. Et je pense que nos électeurs, ça, en seraient convaincus. Ce serait ce qui vous différencierait sur le papier du Bloc central et du RN, en fait. Oui, parce qu'en fait, le Bloc central, c'est une expression que je n'aime pas. D'abord, parce que ce Bloc central n'existe pas. Je vois bien, par exemple, ce que dit Gabriel Attal des gens chez les Républicains. Il considère qu'on n'a pas du tout le même projet de société. Il a certainement raison. Quant au Rassemblement national, bon, on voit de plus en plus que c'est eux, ils ont inventé une nouvelle forme d'en même temps. C'est-à-dire que le en même temps macroniste, c'était de dire un peu de droite, un peu de gauche, et le en même temps du RN, c'est sur les plateaux de télé dire la bureaucratie, les normes, les impôts, c'est pas bien, et à l'Assemblée nationale, voter massivement avec LFI, hein, sur des textes qui sont très confiscatoires, sur le fait de ne pas demander d'efforts pour les gens qui sont au RSA, enfin, être vraiment dans une vision socialiste de l'économie. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Et eux, ils se disent, finalement, pour arriver au pouvoir, il faut être, pour paraphraser Jérôme Fourquet, social-étatiste. Et de fait, ils ont raison. Aujourd'hui, avec un programme social-étatiste, Jordan Bardella est crédité de 35% au premier tour. Est-ce que vous pensez que assumer le libéralisme, c'est quelque chose qui vous permettrait un jour d'arriver à 30%? Ça dépend de la situation et je pense qu'une bonne campagne, c'est une campagne qui colle au bon moment. Par exemple, vous parliez de certains électorats, je pense que ce que continue de prôner le RN, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, notamment pour des gens qui sont actifs, c'est pas une bonne idée. On a parlé souvent de la figure de c'est Nicolas qui paye. D'accord, donc c'est Nicolas qui paye, c'est ce jeune actif qui considère que par son travail acharné, il finance à la fois les retraités et il finance à la fois les assistés, notamment issus de l'immigration. Bien. Et ben, en fait, le RN qui continue à taper sur Nicolas, parce que de facto, lorsqu'ils mettent des taxes et des impôts et des normes en plus, ils tapent sur Nicolas, eh bien, je suis persuadé que les jeunes actifs sont en train de se détourner du Rassemblement national. En tout cas, c'est ce que ceux qui me contactent me disent en disant pendant un moment, on a pu être séduit par ce parti-là, mais ce parti est en fait en train de nous charger la mule. Et les jeunes actifs ont envie d'avoir cette radicalité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une radicalité de liberté.
Est-ce que vous remarquez que quand vous assumez ce discours libéral, vous avez de jeunes actifs qui demandent, je sais pas, à s'engager chez LR, à venir dans le parti, à tracter, etc. Bien sûr, et pas que. Hein. Et moi, j'ai aussi des gens qui me disent, voilà, on va vous aider d'un point de vue de réseau, de propositions, de rencontres avec d'autres personnes. Aussi parce qu'il faut le dire, la promesse de la Startup Nation de Macron n'a pas été tenue. Il avait promis qu'avec lui, il y aurait une grande Startup Nation. L'année dernière, il y a 50% des startups qui ont levé de l'argent en moins en France. Donc en fait, ils ont été très déçus par Macron. Et là, à un moment, ils se sont dit, bon, bah, quelle est l'autre alternative? Bon, bah, en fait, Bardella, le RN, c'est plutôt assez socialiste. Regardez la folie de l'impôt sur la fortune improductive. Là, des jeunes entrepreneurs, toute la Startup Nation qui est menacée, toute la French Tech qui est menacée par cet impôt-là. Hein. C'est 1 million d'emplois. Et ils me disent, bon, bah, voilà, en tout cas, vous avez un discours qui est clair là-dessus, ça nous intéresse de bosser avec vous. Vous sentez que vous avez une sorte de transfusion, entre guillemets, de quatre super entrepreneurs qui naguère étaient macronistes et qui petit à petit basculent chez vous? Bah, en fait, ils ont été séduits par le macronisme parce que le macronisme était une promesse et la promesse n'a pas été tenue. Donc, aujourd'hui, ils s'interrogent. La politique, c'est comme le marché. Hein. À un moment, les choses se font. Voilà. Et là, on a un président qui est en bout de course. Il ne reste plus qu'un an. On regarde les alternatives. Et si on voit une alternative où d'un côté, vous avez des gens qui vous promettent la liberté économique versus une alternative RN où ils vous promettent de vous tabasser fiscalement, bah, les gens ne sont pas masochistes. Hein. Ce que je trouve aussi rigolo en vous écoutant, rigolo, enfin je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas impactant, c'est que l'essentiel de votre discours parle d'économie. Et traditionnellement, la droite parlait uniquement de sécurité, d'immigration, etc. Pour vous, quel doit être l'enjeu prioritaire? Est-ce que c'est tout ce qui est lié à l'immigration et à l'insécurité, justement pour braconner le RN? Ou bien est-ce que c'est parler de libération de l'économie pour, entre guillemets, braconner le macronisme? Ou est-ce que c'est plutôt faire en même temps? Bah, en fait, je pense que le 21e siècle, c'est justement ce en même temps. Je parlais de pays qui ont réussi tout à l'heure, à attirer en tout cas des capitaux, à attirer des talents. Les pays qui réussissent aujourd'hui ont deux choses. Ils ont la liberté économique et la sécurité. Combien de fois sur les réseaux sociaux on voit « Ah, j'ai été dans ce pays-là, j'ai posé mon téléphone et personne ne me l'a volé ». Aujourd'hui, l'insécurité qui existe dans notre pays, ça fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'y installer et qui ne veulent pas y investir, et qui ne veulent pas y entreprendre. Donc je dis souvent que l'un et l'autre vont ensemble et donc il y a à la fois l'insécurité physique et l'insécurité économique, à quelle sauce je vais être mangé d'un point de vue fiscal, qu'il faut combattre. Il faut combattre les deux insécurités, et c'est une insécurité qui est de plus en plus palpable. Jusqu'à présent, l'insécurité s'était cantonnée plutôt à des quartiers dits populaires. Aujourd'hui, ça tape partout. Ça tape même dans les campagnes, ça tape même dans les beaux quartiers parisiens. Et donc, ça peut avoir un impact sur notre image. Donc je pense qu'il faut lutter sur les deux fronts. Et au-delà de l'insécurité, entre guillemets, physique, il y a aussi, entre guillemets, l'insécurité économique. Des gens qui se disent, j'ai fait des études, mais est-ce que je pourrais un jour devenir propriétaire? Est-ce que je pourrais vivre dans le quartier où j'ai grandi avec mes propres enfants? Tout ça, en fait, c'est une doctrine que LR doit remuscler, c'est ça? Exactement. Et cette doctrine-là, c'est une doctrine qui consiste à dire, nous sommes le parti qui est là pour tenir la baraque. C'est-à-dire que vous avez d'un côté LFI et la gauche mélenchonisée, qui globalement, son seul objectif, c'est d'abattre la baraque. D'accord ? C'est ce qu'ils disent, hein, renverser la citadelle. De renverser la citadelle, c'est-à-dire abattre les murs de notre nation pour faire rentrer beaucoup d'immigration, et puis aussi taxer tout ce qui peut être taxé dans cette baraque. Nous, il faut qu'on tienne la baraque. Et puis d'un autre côté, le Rassemblement national qui est en train de dire, oui, mais bon, finalement, cette baraque-là, il faut quand même un petit peu taxer parce que c'est quand même important. Mais on ne peut plus tondre le mouton, il n'y a plus de laine dessus. C'est ça qu'on essaie de dire, c'est que fondamentalement, si même le RN voulait arriver au pouvoir, il faudrait qu'il y ait encore des gens qui puissent payer leurs impôts. Or aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, en fait, et les technocrates ne comprennent pas la courbe de l'affaire, mais de dire, les gens sont partis. On parlait de LFI là à l'instant. LFI, ils ont quand même une qualité. Certes, ils veulent abattre la citadelle, mais ils ont un programme pour ça. Ils ont un think tank, l'Institut de la Boétie. Aujourd'hui, est-ce que chez LR, il y a tout un travail justement de doctrine pour créer une sorte de conservatisme libéral? Est-ce que vous avez des têtes chercheuses en interne? Est-ce que vous avez des talents qui viennent de l'extérieur pour vous conseiller? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, on a un problème, entre guillemets, de recrutement, puisque justement, on est passé de 40 à 140 000 adhérents en un an.
Et donc maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est d'organiser ces 100 000 adhérents en plus. Donc on les regroupe dans des groupes de travail. Il y a beaucoup effectivement de gens qui ont des qualités. Et donc là, on est en train d'organiser le fait que ces nouveaux arrivants, ils puissent produire de la matière intellectuelle en plus des convictions que nous avons. Et puisque ça puisse être des ambassadeurs du parti par la suite pour faire en sorte que demain, avec eux, on arrive à mailler l'intégralité du territoire. Donc oui, on a ça. C'est la différence avec des partis qui ne sont pas des partis de masse. Voilà, c'est notre force. C'est comme ça qu'on va se distinguer. Ce qui veut dire que vous, les gens qui vous conseillent, c'est des gens qui ont leur carte. C'est pas forcément des think tanks internes ou des intellectuels. Non, mais par exemple, je prends Monsieur Asselin, qui était l'ancien patron de la CPME, qui aujourd'hui est le conseiller économie de Bruno Retailleau. Bah, derrière, c'est tout un réseau avec des gens qui sont dans les PME. Je prends le général Gomard, qui est élu député européen, c'est tous les milieux de la défense. Bah, bref, en fait, on essaye de faire un alliage, un peu d'ailleurs, vous parlez de LFI, mais dans lequel il y a des gens qui sont à la fois élus, d'accord, mais qui sont aussi des gens qui sont issus de cette société civile-là et qui peuvent nous brancher avec des réseaux professionnels. Est-ce que vous avez des partis de droite ailleurs dans le monde qui peuvent vous servir de modèle sur le plan doctrinal ou organisationnel ? Oui, le parti allemand est intéressant, en tout cas, parce que c'est un parti qui est assez proche, notamment des milieux industriels, ce que nous n'avions pas réussi jusqu'à présent en France, puisque nous avons un pays qui s'est beaucoup désindustrialisé. Et donc je pense que c'est important qu'on ait une doctrine qui soit assez proche de la doctrine allemande, c'est-à-dire comment on fait pour que nos territoires, puisqu'on a un parti qui est très implanté dans les territoires, fassent remonter la préservation de notre industrie française. Voilà. Je pense que le modèle allemand est un modèle qui est intéressant. Il y a un modèle intéressant aussi, c'est le modèle de la droite britannique. Moi, je me souviens très bien, on avait beaucoup critiqué Boris Johnson quand il est arrivé au pouvoir. Il avait fait quelque chose d'assez disruptif à l'époque. Il avait viré tous les cadres qui avaient fait Oxford, Cambridge, qui est l'équivalent des Sciences Po ENA. Et à la place, il avait fait venir des petits entrepreneurs de l'Angleterre périphérique, du nord du pays, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place ? C'est de facto quelque chose qu'on met en place, puisqu'on est un parti qui est très ancré dans les territoires. Pourquoi on détient le Sénat ? C'est parce qu'on est dans les territoires. Donc, par exemple, les sénateurs, il y en a plein qui viennent de ces milieux-là, ce que vous évoquez là. Et ils n'ont pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait l'ENA. Et donc, avec cette assise territoriale, ça nous permet d'avoir ce réservoir-là que n'ont pas les autres. Le macronisme, c'est un milieu, par exemple, très urbain. Voilà, donc LFI est un parti très urbain. Très, très urbain. Les écolos sont des partis très urbains. Nous, comme on n'est pas un parti qui est uniquement urbain, ça nous permet de sourcer des nouvelles personnalités, des nouveaux profils. Aujourd'hui, dans tous les nouveaux adhérents justement qui sont venus, quel est leur profil, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que vous avez réussi à cartographier ça? Alors, on n'a pas, enfin oui, on a leur provenance, on sait d'où ils viennent, mais c'est vrai qu'on a une proportion qui est assez importante de gens qui sont dans le périurbain ou dans le rural. Voilà, on a moins de gens dans l'urbain, c'est intéressant. D'accord. Donc le cliché qui consiste à dire que, par exemple, les jeunes LR ou les militants LR, c'est un peu des anciens de sens commun en Barbour qui sont en costume à 20 ans, pour vous, ça se vérifie pas? Alors, il faut se détromper parce que Barbour a fait un partenariat récent avec Fago, est en train de gentrifier sa marque. Blague à part, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait un truc qui était drôle, on avait dit il faut deux droites, il faut la droite Barbour et la droite Couples. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, cette droite plus urbaine, qui est plus branchée au milieu d'affaires, etc. Et en fait, c'est ce qu'avait réussi à faire Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est-à-dire en gros avoir à la fois un bloc bourgeois qu'il avait soutenu et un bloc populaire qu'il avait soutenu. Nous, c'est ça qu'on doit viser. C'est-à-dire en gros d'expliquer aux gens qui vont bien dans les zones urbaines que pour continuer à aller bien, il faut qu'ils votent pour nous, sinon leur ville va ressembler à Nantes ou à Rennes. Parce qu'il y a beaucoup de bobos qui ont voté pour la gauche et l'écolo ou à Strasbourg et qui voient leur ville exploser. Certes, mais les maires sont réélus. Je ne suis pas certain que par exemple à Nantes, Rennes ou à Strasbourg ce soit réélu. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont vu tellement leur ville exploser que du coup ils sont sortis des centres-villes et maintenant ils vivent en périphérie. Et donc, dans le 78, dans le 92, c'est cette droite-là, c'est-à-dire en gros, cette droite qui est à la fois une droite des familles, bien évidemment, mais aussi une droite des entrepreneurs qui n'attendent que nous. Vraiment, moi, le nombre de personnes qui me disent, mais mettez-vous d'accord, bossez ensemble, parce que quand Macron s'est terminé, on a besoin de vous. En fait, on est vraiment dans une situation à l'américaine, dans les années 80, quand Reagan a pris le parti, a été nommé candidat, il s'est adressé justement aux Américains qui avaient fui les centres-villes pour aller dans ce qui était le début des banlieues
résidentiel. Et c'est là, en fait, où il a vu tous ces relais de croissance. C'est ce que vous visez. C'est ce que nous, on vise, parce qu'aujourd'hui, il y a des maires socialistes et maires écolos qui ont fait des centres-villes, des villes qui sont soit très aisées, soit très aidées. Très aisées, ça veut dire avec des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, mais qui, de façon, d'un point de vue moral, ont voté de gauche. Et puis très aidées parce qu'ils mettent 30, voire 40% de logements sociaux. Donc les zones urbaines, en fait, c'est des gens, soit qui sont là vraiment très, très bobos, et qui de toute façon, même s'ils ont un fort patrimoine, ils ont besoin de se racheter une virginité en votant à gauche. Bon, c'est leur droit. Et puis d'un autre côté, des gens qui sont dans des HLM, et du coup, qui, assez naturellement, vont avoir, vis-à-vis de leur rapport avec les élus, une vision clientéliste. Ce qui pour vous est un défi. Si on prend par exemple la région Île-de-France, vous avez à la fois les beaux quartiers qui sont devenus des socles macronistes. Je rappelle par exemple qu'à Neuilly-sur-Seine, Emmanuel Macron a fait 48% dès le premier tour. Mais le macronisme, c'est fini. À voir. Non, il ne peut pas se représenter. Mais le candidat du Bloc central en 2027, peut-être qu'il arrivera à parler à cette frange-là. Voilà. Et puis, vous avez des classes encore plus populaires qui sont parties dans des pavillons en bordure de la Seine-et-Marne, etc., qui, eux, votent RN. En fait, c'est eux vos deux cibles. C'est ces deux catégories. Exactement. On vous embauche comme conseiller stratégique, parce que c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement notre target. Et puis après, ça, c'est sur les cibles électorales, mais il y a aussi sur le fond. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aborde des sujets qui intéressent ces gens-là, puisqu'ils en entendent parler dans leurs entreprises et que n'abordent pas la politique. Quand je fais beaucoup de podcasts autour de l'intelligence artificielle, les gens me disent « Mais de quoi tu parles? Politiquement, ça intéresse personne. » Mais si, parce que les gens vivent l'IA dans leur entreprise, ils vivent l'IA dans leur vie, en général, et tout le monde, même les plus anciens aujourd'hui, ont ChatGPT, et les politiques s'intéressent encore à des questions, mais franchement, qui sont ringardes. Ils parlent encore du CDI à temps plein comme étant, et on se bat sur la CGT, la CFDT, est-ce qu'on met plus pour... Ça ne représente plus rien. Aujourd'hui, les gens ont du télétravail, il y a beaucoup de travailleurs indépendants. Et moi, j'essaye de parler de ces thématiques-là qui sont les thématiques d'aujourd'hui et pas les thématiques d'il y a 30 ans. On sent un grand désenchantement à l'égard de la classe politique, tout parti confondu. Quel message vous feriez passer à ces personnes pour vous dire « Mais réintéressez-vous à la politique peut vraiment changer les choses. » Et entre guillemets, on n'est plus que des sortes de pourris et des contes de Thierry. Je dirais une chose, c'est que aujourd'hui, dans tous les pays, les entrepreneurs, les cadres s'engagent. C'est pas le cas en France. C'est-à-dire que aux États-Unis ou dans d'autres pays, les gens disent « Moi, fièrement, je veux ça pour mon pays. » Et bien évidemment, on peut reprocher aujourd'hui aux politiques français de ne pas en faire assez ou de mal gérer le pays. Mais je dis aussi aux entrepreneurs, engagez-vous. Parce que si vous engagez pas, c'est les autres, les collectivistes, les communistes, ceux qui sont des formes de parasites, qui vont venir parasiter ce que vous avez créé. Donc ne vous cachez pas. Le nombre de fois où j'ai entendu des entrepreneurs me dire « Jonas, tu comprends, t'as raison, mais je peux pas trop le dire parce que sinon ça va me mettre mal par rapport à un tel, par rapport à un tel. » On est dans une période aujourd'hui d'engagement. Si les entrepreneurs et les cadres ne s'engagent pas, ce sera ceux qui veulent piquer le fruit de leur création et de leur richesse, de leur talent, de leur sueur, qui gagneront. Donc engagez-vous. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jonas Haddad. Merci.